Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Premier invité dans cette Europe 1 Soir du 16 juillet 2024, le président du groupe LR au Sénat et sénateur de Vendée. Bonsoir Bruno Retailleau. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous ce soir en direct. La démission de Gabriel Attal s'est donc fait. Emmanuel Macron a jugé par ailleurs dans ce communiqué de l'Élysée qu'il était de la responsabilité de son camp de mettre une proposition sur la table en vue d'une coalition majoritaire ou d'un large pacte législatif. C'est en tout cas ce qu'il a dit en Conseil des ministres. Alors, pacte législatif, ça nous dit quelque chose parce que c'est à peu près ce qu'a dit il y a quelques jours Laurent Wauquiez. Vous n'avez pas l'impression qu'il vous tend la main là on verra. Nous nous sommes mis d'accord la semaine dernière avec Laurent Wauquiez. Pour nos deux groupes, lui préside le groupe des députés, la droite républicaine, et je préside le groupe LR au Sénat. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette proposition ? Tout simplement parce que nous sommes responsables. On n'a pas du tout envie que le pays soit bloqué. On n'a pas du tout envie, au moment où la France est en train de chuter, notamment en matière budgétaire et financière, qu'on laisse les choses à volo. Et donc, on est responsable. Et même si on ne souhaite pas aller dans une coalition, ni aller dans un gouvernement. Vous ne le souhaitez pas ? Non, notre exigence, c'est de mettre sur la table un pacte législatif avec quelques textes qui recevraient l'assentiment des Français très large. Je pense au pouvoir d'achat, je pense à l'immigration, je pense à la sécurité, à la justice des mineurs. Des textes qui pourraient, je pense, non pas faire consensus. Parce que si on veut régler le problème, il faut des réformes qui soient des réformes vigoureuses. Mais en tout cas, c'est notre responsabilité de le faire. Mais là-dessus, vous êtes d'accord avec de nombreux autres partis, et notamment le Rassemblement national, si je vous écoute sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, sur les frontières. Pas exactement, parce que vous voyez, par exemple, sur les sujets économiques et sur le pouvoir d'achat, le programme du Rassemblement national, comme à gauche d'ailleurs, comme d'ailleurs quasiment le programme des trois blocs politiques, c'était dépenser plus et travailler moins. La mise en cause de la réforme des retraites, par exemple, travailler moins au cours de la vie. L'abrogation. Voilà, l'abrogation. Je me souviens très bien que le Rassemblement national, quand j'avais fait voter, moi, au Sénat, les 15 heures d'activité en contrepartie du RSA, parce qu'on est contre l'assistanat. Marine Le Pen et son groupe avaient voté contre. Donc, il y a des divergences profondes, notamment en matière économique. Mais sur l'immigration, vous êtes plutôt d'accord ? Elle avait voté, d'ailleurs, les propositions que nous avions votées au Sénat. Je m'en souviens. Le texte immigration. Donc, moi, je pense qu'on peut mettre sur la table, avec Laurent Wauquiez, son groupe a commencé à travailler, le mien se réunit jeudi, mais on a déjà coécrit, si j'ose dire, un certain nombre de propositions. Ce sont des propositions que nous présenterons, soit au président de la République ou au futur Premier ministre, s'il y en a un de plein exercice bientôt. Oui, alors en attendant, vous le dites effectivement, et vous espérez, comme tous, un Premier ministre. Là, en attendant, on a un gouvernement qui est démissionnaire, qui se charge des affaires courantes. Benjamin Morel, le constitutionnaliste qui était à votre place il y a quelques jours dans cette émission, dit c'est un gouvernement de morts-vivants, puisqu'ils sont démissionnaires, mais ils sont quand même en charge des affaires courantes. Donc on peut pas leur demander de partir. Ça peut tenir jusqu'à quand, ça ? Il a raison, Benjamin Morel, d'utiliser y compris cette expression. Écoutez, plusieurs choses. La première, c'est qu'il est normal que le gouvernement de Gabriel Attal démissionne et que le président de la République accepte cette démission. La prolongation de ce gouvernement avait été incomprise parce qu'elle avait été comprise comme une sorte de déni démocratique. Première chose. Deuxième chose, vous me posez une question, combien de temps ça peut tenir ? Quelques semaines. Ça peut tenir pour moi... Pas jusqu'au budget en octobre. Certainement pas. Ça peut tenir pour moi le temps de la trêve olympique. Et je pense que les forces politiques qui sont ici représentées à l'Assemblée nationale pourraient s'accorder sur ce plan-là. Mais nous avons très sérieusement, très méticuleusement au Sénat regardé les précédents qui ont existé. Ça peut durer quelques jours, mais certainement pas des semaines et des semaines. Mais pourquoi ? Parce que c'est inconstitutionnel. Parce que entre être ministre ou Premier ministre et être député, il faut choisir. Alors certes, ils vont pouvoir, le 18, c'est-à-dire jeudi, participer au vote. Ils seront malgré tout ministres démissionnaires. Ils vont pouvoir participer parce que il y a une sorte d'entre-deux. La Constitution ne dit rien, les lois organiques ne disent rien. Donc il y a un vide juridique. Il y a un vide pour quelques jours. Mais très franchement, je l'affirme à ce micro, les gens un peu sérieux considèrent que pousser un gouvernement démissionnaire chargé d'expédier des affaires courantes jusqu'au budget, c'est impossible.
Mais pour moi, c'est impossible, y compris jusqu'au mois de septembre. Il faudrait que, à la fin deuxième quinzaine d'août ou début septembre, il y ait de nommer un Premier ministre. Sinon, on sera dans un cas d'inconstitutionnalité. Il y a deux solutions. Soit le Conseil constitutionnel fait respecter la conformité à la Constitution. Vous y croyez Vu la proximité qu'a le président avec le Conseil constitutionnel. Hypothétique, puisque ça a été avancé par certains observateurs. Soit c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Ouais. Je pense, alors ça n'est pas complètement tranché, mais il me semble qu'une analyse juridique pourrait conduire à ce que le bureau de la nouvelle Assemblée nationale puisse traiter ce genre de choses. Mais c'est très clair. Aller des semaines et des semaines durant en cumulant le poste de ministre et de parlementaire, en l'occurrence de député, c'est anticonstitutionnel. Je cite le président de la République ce soir dans le communiqué. Il appartient aux forces républicaines de travailler ensemble pour bâtir un rassemblement autour de projets et d'actions au service des Françaises et des Français. Ça vous rappelle un personnage d'un dessin animé de Walt Disney, non ? Oui, bien sûr, le serpent. Le serpent K dans le livre de la jungle. Vous avez l'impression d'être hypnotisé par le président de la République. Non, mais sans blaguer. Respect. La blague à part. Je suis un opposant du président de la République. Je ne veux pas le comparer à ce personnage. Non, mais c'est la démarche. On n'est pas du tout en train de comparer le président à un serpent de dessin animé. On est d'accord. On est juste là dans la démarche de savoir si il n'essaye pas, d'une certaine manière, de vous tendre la main pour rentrer dans cette coalition. Est-ce que, et je vais vous poser la question autrement, Bruno Retailleau, est-ce qu'il n'est pas plus raisonnable aujourd'hui dans cette situation qui devient une situation urgente, et vous venez de rappeler le calendrier concernant le gouvernement, est-ce qu'il n'est pas plus raisonnable de former une coalition qui irait peut-être justement de certains socialistes à vous les LR, en regroupant le bloc central pour répondre à ces 70% d'électeurs, participation de 70% d'électeurs qui ne comprennent toujours pas comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Première chose, et Emmanuel Macron poursuit dans la lignée de la lettre aux Français, qui n'était pas une lettre aux Français, qui était une lettre aux partis politiques. Oui. Il n'a jamais évoqué d'ailleurs le message qu'ont voulu porter les Français, notamment au moment du premier tour. Le problème est qu'il dynamite le paysage politique et ensuite il dit maintenant débrouillez-vous. C'est un peu quand même ce qu'il dit, y compris à travers le communiqué que vous lisiez. Deuxième chose, je ne crois pas du tout à une grande coalition, et notamment avec la gauche. Pourquoi ? Parce que on ne pense rien de commun. Je vais vous donner quelques exemples. J'écoutais sur votre antenne tout à l'heure les risques d'attentats islamistes. Je veux rappeler que le Parti socialiste est co-signataire, dans le cadre du nouveau Front populaire, d'un accord des gauches, qui est un accord, pour moi, d'extrême gauche. Ils veulent, par exemple, abroger la loi sur la sécurité globale, qui est un outil pour lutter contre le terrorisme. Ils veulent abroger la loi séparatisme, qui est un outil pour lutter contre l'islamisme. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de certains socialistes qui, là, pour le coup, seraient prêts à quitter le nouveau Front populaire ? Alors, écoutez, la coalition voulue par le président, c'est, on prend dans les 193 députés du nouveau Front populaire, et on sait qu'il y a à peu près une soixantaine de socialistes, peut-être de renier sur ces socialistes. Mais sur quel projet ? Ce que je veux dire, c'est sur quel projet ? Il faut maîtriser l'immigration. On a un texte qui est prêt. Le Conseil constitutionnel l'avait censuré, mais il suffit simplement de réintroduire dans le périmètre du texte les articles qui avaient été censurés au titre de l'article 45 de la Constitution pour le rendre, si j'ose dire, constitutionnel. Est-ce que les socialistes, même Bontin, sont prêts à l'accepter ? Ils n'ont pas été prêts à l'accepter ni au Sénat. Il faut leur poser la question. Ils ne l'ont pas fait, ni au Sénat, au moment du vote. Donnez-leur le temps de le faire, puisque de toute façon, on a pris tellement de temps déjà pour essayer de construire quelque chose. Ils ont eu le temps au Sénat, ils ont eu le temps aussi à l'Assemblée nationale. Pareil sur la sécurité. Est-ce qu'on est prêt à une révolution pénale pour faire en sorte qu'on accepte en France une justice qui emprisonne et qui condamne à des courtes peines dès lors qu'il y a des violences exercées physiquement sur des personnes ? C'est ça le problème. Il y a un autre problème. Je vais vous dire, il y a un autre souci sur une grande coalition. On l'a vu dans des pays d'Europe, en Autriche ou ailleurs. Faire une grande coalition, ce serait donner définitivement le monopole de l'opposition aux deux ailes radicales. À LFI d'un côté, au RN de l'autre. Ça, c'est une évidence. Ça voudrait dire qu'il y a un bloc, toujours le bloc central, qui serait finalement le grand en même temps. Or, je considère que si on en est là aujourd'hui en France, c'est à cause de l'en même temps. Et ça serait dangereux avec 143 députés RN qui pourraient faire tomber des textes à tout va. Ou LFI, par exemple sur le budget. Moi, je considère
le premier danger, le premier acte législatif, ce sera le budget. On est à 2 doigts d'une crise financière. Pierre Moscovici l'a rappelé à travers la Cour des comptes encore hier. Absolument, absolument, dans un quotidien économique. Et si on n'est pas capable ici même aussi de faire voter un budget où on est au moins 20 milliards, à mon avis, sans doute au moins 25 milliards d'euros d'économie, croyez-moi, on sera tout près. Mais est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous, justement, qui avez travaillé avec Laurent Wauquiez sur les projets, les projets qui se donnent 100 jours justement pour les mettre en place, est-ce que là-dedans, il y a la possibilité de faire des économies en France sans pour autant rentrer dans un plan d'austérité? On y travaille, bien sûr, on y travaille. Et on ne fait pas seulement qu'y travailler. Moi, je veux simplement rappeler qu'au Sénat, nous avions proposé, mon groupe, la majorité sénatoriale, lorsque on a examiné et étudié la loi de finances pour 2024, on avait proposé déjà 7 milliards d'économies que Bruno Le Maire, extraordinaire, avait balayé d'un revers de main. Aujourd'hui, il se donne bonne contenance et, je veux dire, le beau rôle. Mais c'est ça. Donc, on est prêts, nous, à assumer un certain nombre de choses. Pas pour nous, pas dans notre intérêt, mais dans l'intérêt des Français. Parce que s'il y a une crise financière, c'est pas les boursiers qui seront atteints. Ça sera aussi les petits épargnants. Ça sera les plus fragiles. Si je comprends bien, Bruno Retailleau, vous êtes majoritaire, vous, au Sénat, donc il n'y a pas de sujet. Les députés LR, ils sont 66 à l'Assemblée nationale. Mais le but, si je comprends bien, avec Laurent Wauquiez, c'est de rester une force de proposition, ne surtout pas rentrer dans une coalition, parce que pour parler dans un langage familier, si vous rentrez, vous les LR, dans une coalition, vous allez vous griller. C'est pas surtout ça, c'est qu'une coalition avec la gauche, c'est du grand en même temps, et sur des sujets qui sont des sujets très importants de dépenses, des impôts. Eux suggèrent d'augmenter la dépense publique, ils suggèrent d'augmenter les impôts. Ils ne veulent pas réduire l'immigration. Vous n'aurez plus d'élan pour 2027. Non, c'est très franchement. Il y a un calcul comme ça aussi. C'est pas notre calcul, c'est pas mon calcul. Ce que je veux, moi, si on doit poser des propositions sur la table, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Et le problème de la grande coalition, c'est que quand on mélange tout, on n'arrive à rien de bon. C'est ça le souci. Merci beaucoup. Merci. Bruno Retailleau d'avoir été l'invité d'Europe 1 soir, 19h30. Dans un instant, on passe en revue l'actualité avec les débatteurs du soir, Jules Torres et Sarah Salman. À tout de suite sur Europe 1.